Salut à tous et bienvenue dans ce voyage. Un voyage qui ne se compte pas en kilomètres, mais en millénaires. On va partir d'un outil que vous utilisez chaque jour, chaque seconde, sans même y penser. La lettre, l'écriture, la typographie. On croit souvent que la typo est une affaire de graphiste, un détail technique. Mais si je vous disais que c'est en réalité le miroir de notre civilisation? De la main sur une paroi de grotte jusqu'à l'intelligence artificielle qui inventera les polices de demain, l'histoire de la typographie, c'est notre histoire. Prêt? On rembobine. 30 000 ans avant Jésus-Christ. L'ADN de nos logos. Tout commence ici. Il y a plus de 30 000 ans, dans le silence des grottes. Regardez ces parois. Ce n'est pas encore de l'écriture, mais c'est déjà un geste graphique fondamental. L'humanité pose sa marque, elle raconte. Chaque pictogramme, chaque symbole est une tentative de capturer le réel, de communiquer une idée. C'est la naissance de la sémiotique, pour faire simple, c'est l'étude des signes et de leur signification, un concept absolument clé en design. Ce bison dessiné, c'est l'ancêtre de tous nos logos. La révolution de l'alphabet. Et cette invention, l'écriture, est si fondamentale qu'elle marque la frontière officielle entre la préhistoire et l'histoire. Rien que ça. Avance rapide en Mésopotamie. Le pictogramme, trop limité, se stylise. Il devient cunéiforme, une écriture faite de coins, de clous, gravés dans l'argile. En Égypte, les hiéroglyphes développent une double fonction, figurative et phonétique. Et en parallèle, en Chine, naît un autre système majeur basé sur les idéogrammes, des caractères qui représentent des idées. Ce système influencera toute l'Asie et sera adopté et adapté au Japon vers le 5e siècle, alors que le pays n'avait pas encore son propre système d'écriture. Mais la vraie révolution pour nous occidentaux vient des Phéniciens. Commerçants, navigateurs, ils ont besoin d'un système simple et efficace. Ils inventent le premier alphabet, une vingtaine de signes où chaque signe représente un son. Fini le dessin, bonjour l'abstraction. Cet alphabet est une révolution copernicienne pour la pensée. Rome, la perfection gravée dans le marbre. Cet alphabet phénicien est repris par les Grecs qui y ajoutent une innovation majeure, les voyelles. Puis c'est au tour des Romains de s'en emparer. Et là, ils vont fixer pour des siècles les canons de la beauté typographique. Regardez la colonne Trajane à Rome. Les lettres capitales, la capitalis monumentalis, gravées à sa base sont d'une précision absolue. Leurs proportions, leur plein, leur délié, leur empattement sculpté au ciseau, tout y est. C'est la matrice de toutes nos capitales d'imprimerie. Les Romains nous ont légué la structure, la rigueur et la majesté de la lettre. L'erreur de copie qui a changé notre langue. Après la chute de Rome, le savoir se réfugie dans les monastères. Ici, dans le scriptorium, des moines copistes passent leur vie à préserver et recopier les textes. La typographie devient calligraphie. Chaque lettre est dessinée, méditée. C'est l'époque des écritures onciales, puis de la minuscule Caroline, commandée par Charlemagne pour unifier l'Empire. Un modèle de clarté. La page devient une œuvre d'art, avec ses lettrines enluminées. Mais c'est aussi une époque de contraintes. Le parchemin coûte une fortune. Alors, pour économiser la place, les moines inventent des abréviations et des ligatures. C'est aussi à cette période qu'on voit apparaître des signes nouveaux, comme l'accent circonflexe, qui servait à l'origine à marquer la disparition d'un S dans l'ancien français, comme dans hospital, devenu hôpital. Petite anecdote, vous vous êtes déjà demandé pourquoi on dit un cheval, des chevaux, un journal, des journaux. Cette bizarrerie vient d'une erreur de copie. Au Moyen-Âge, pour gagner de la place, les moines abrégeaient le pluriel als par un petit u au-dessus du a. Au fil des siècles, les lecteurs ont fini par lire o à la place, et la terminaison s'est transformée en x. Une simple optimisation de l'espace a changé notre grammaire. Gutenberg, le game changer, qui a fini ruiné. Milieu du XVe siècle, Mayence, Allemagne. Un homme, Johannes Gutenberg, a une idée de génie, les caractères mobiles en plomb. Mais attention,
L'idée n'est pas entièrement nouvelle. En Asie, des techniques d'impression existaient depuis longtemps. Le plus ancien livre imprimé avec des caractères mobiles métalliques qui nous soit parvenu date de 1377 et vient de Corée. Là-bas, dès 1403, le roi Ai Tai-chong encourageait l'impression pour diffuser le savoir, stipulant que, pour gouverner, il faut répandre la connaissance des lois et des livres. Mais Gutenberg combine plusieurs technologies pour créer un système de presse à bras viable et performant en Occident. Pour composer leur texte, les imprimeurs utilisent une casse, un grand casier en bois. Les capitales, moins utilisées, étaient rangées en haut, le haut de casse, et les minuscules, les plus courantes, en bas, le bas de casse. Voilà d'où viennent ces expressions. C'est une explosion. La connaissance, autrefois réservée à une élite, peut être reproduite. La Réforme, la Renaissance, les Lumières, tout cela est rendu possible par son invention. Son œuvre la plus célèbre est la Bible à 42 lignes. Mais avant ça, il imprimait déjà des fascicules et des calendriers pour se financer. Ironiquement, malgré son invention révolutionnaire, Gutenberg finira sa vie ruiné, dépossédé de son matériel par ses créanciers. Quelques décennies plus tard, en France, on assiste à la création du Romain du Roi. Louis XIV, pour faire face aux imprimeurs hollandais, commande une police exclusive pour l'imprimerie royale. Conçue par Philippe Grandjean, c'est la première police pensée de manière rationnelle sur une grille mathématique. Chaque lettre est disséquée, analysée. C'est le début du design de caractère comme une science exacte. Quand la lettre se fait géométrie pure. On plonge dans le XVIIIe siècle, l'ère des Lumières où la typographie se transforme en art rationalisé. En France, Pierre-Simon Fournier frappe un grand coup en inventant le point typographique, le premier système pour normer la taille des caractères. C'est une révolution totale, fini le chaos, place à la standardisation qui va tout changer pour les imprimeurs. Et qui dominera la scène? La dynastie des Didot, une vraie lignée de génie. François-Ambroise Didot reprend le système du point typographique créé par Fournier et Truchet, basé sur le pied du roi, unité alors de 324,8 mm. Mais il juge le point, environ 0,188 mm, trop petit. Il propose donc un nouveau point, le point Didot, valant environ 0,376 mm, un 864e du pied du roi, afin de rationaliser et simplifier le système. Ça permet d'évaluer le corps d'un caractère, sa hauteur totale en points, incluant la hauteur d'X entre les ascendantes et descendantes, de façon cohérente, même si, entre typographies différentes, l'apparence visuelle varie. Une police de caractères peut sembler plus grande qu'une autre au même corps, selon son design. Sur ces bases solides, il affine les proportions, puis son fils, Firmin, entre 1784 et 1811, crée le premier caractère moderne, le Didot. Imaginez des pleins et déliés tranchants comme une lame, des contrastes extrêmes, des empattements minimalistes et verticaux. La lettre n'est plus un geste calligraphique, c'est de la géométrie pure, l'essence même de l'Enlightenment. Les Didot règnent sur l'impression française. Ils impriment pour la couronne, éditent Voltaire et Rousseau, et leurs typos habillent les éditions officielles, de la littérature aux documents napoléoniens. C'est la typo de la Révolution et de l'Empire. Bodoni débarque, l'essor fulgurant du Didone. De l'autre côté des Alpes, l'Italien Giambattista Bodoni entre dans la danse, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, avec des créations néoclassiques qui rivalisent avec les Didot. Ensemble, ils donnent naissance au style Didone, contraction de Didot et Bodoni. C'est l'écriture même de la Déclaration des droits de l'homme, l'élégance révolutionnaire qui incarne les Lumières françaises et la modernité impériale. Tellement avant-gardiste que ce style s'impose dans la mode, le luxe et la presse. Plus d'un siècle après, Vogue, le magazine, adopte même le Didot pour son logo iconique. L'âge d'or de l'affiche, la typo qui crie. Voilà la révolution industrielle et c'est la déferlante. L'impression s'automatise, l'affiche envahit la ville, la réclame explose. On ne veut plus juste lire, on doit crier à l'œil.
Place aux polices de titrage, gras, étendu, condensé. La typographie se muscle. C'est l'avènement de toute une génération de polices. Les Didone Fat Face pour les titres et réclames, puis les égyptiennes. Tiens, les premiers empattements carrés, les slap sérifs. Ensuite, les sans sérifs, qu'on appelle à l'époque grotesques. L'affiche crie et la ville écoute. Grâce aux linotypes et monotypes à la fin du 19e siècle, on produit des caractères à la chaîne. Pour la presse, la pub, la ville. Les affichistes jonglent avec les styles Didot, Bodoni, Clarendon, Futura et bientôt Helvetica ou Univers. Et dans ce tourbillon, une petite invention va changer la donne. La machine à écrire impose dès la fin du 19e des polices à chasse fixe, les fameuses monospace. D'abord utilitaires, elles deviendront cultes à l'ère informatique, habillées du clic-clic des premières interfaces. Bref, la typographie du 19e, ce n'est pas juste une affaire de style. C'est la typo qui part du salon des Lumières pour atterrir en pleine rue, dans l'œuvre de l'affiche et bientôt sur chaque bureau. La lettre crie, tape, s'imprime en masse. Le XXe siècle s'annonce. Dans les années 60, on assiste à une révolution aussi discrète que fondamentale, l'invention de l'ASCII. À l'époque, il fallait bien normaliser la façon dont les ordis se comprennent, et donc comment ils codent les caractères. Un vrai casse-tête, résolu par l'American Standard Code for Information Interchange, ASCII pour les intimes, développé par Bob Beamer et standardisé en 1963. 128 combinaisons sur 7 bits pour couvrir lettres, chiffres, ponctuations et surtout donner un langage universel aux machines naissantes. Cette grille va donner naissance à une sous-culture graphique, l'ASCII Art. À une époque où les écrans n'affichent que du texte, des artistes de l'informatique créent des images en agencement de symboles, portraits, logos, scènes entières, tout simplement fait de points-virgules, tirets, slash, véritable origami digital. Et comme la créativité trouve toujours son chemin, l'ASCII Art annonce d'autres langages. Les émoticônes arrivent vite. Premier smiley documenté, 1982, avec le désormais culte 2 points-parenthèse, pour « je blague ». Signe que le code veut aussi transmettre des émotions. C'est au Japon, en 1999, que Shigetaka Kurita imagine les premiers emojis. 176 petites icônes pixelisées à glisser dans les SMS pour Docomo, le principal opérateur de téléphonie mobile au Japon à l'époque. Au début du XXIe siècle, les emojis explosent dans le monde entier grâce à leur intégration dans Unicode et deviennent carrément une part du langage quotidien, du tweet au mail pro. C'est fou parce que, quelque part, l'emoji, c'est l'art pariétal 2.0. Comme les premiers humains gravaient des bisons ou des mains sur les parois pour raconter, communiquer, transmettre, on colle aujourd'hui des petites icônes sur nos murs numériques. Même nécessité vitale d'exprimer une émotion, de partager une histoire avec les outils de son époque. Finalement, l'emoji, c'est de la grotte de Lascaux à l'iMessage, mais le même élan, dire beaucoup avec peu, toucher directement, le langage universel. Par ailleurs, il existe aussi d'autres langages graphiques inventés dans la culture numérique. Par exemple, le LitSpeak, ou 13375P34K, où Lit vient de Elite. Dans les années 80, des hackers et gamers s'amusaient à remplacer certaines lettres par des chiffres, comme le S par un 5, le E par un 3, pour créer leur propre langage codé. Ce système allait au-delà d'un simple jeu. Il a permis de construire une identité visuelle et communautaire forte bien avant que les réseaux sociaux ne deviennent omniprésents. L'ordinateur personnel change la donne. Côté technique, tout s'accélère au tournant des années 80. Deux innovations explosives, la photocomposition, qui digitalise la composition des textes, puis la révolution Adobe PostScript en 1985. Adobe invente un langage capable de décrire précisément texte et images sur n'importe quelle machine, indépendamment du constructeur. Soudain, l'ordinateur personnel n'est plus un simple outil de calcul, c'est une presse à imprimer miniature. Mais il fallait encore un dernier chaînon, la matérialisation. La première imprimante laser grand public sort chez HP en 1984, mais c'est Apple qui réalise le rêve du graphiste en associant dès 1985 la laser Writer au Macintosh. Enfin, what you see is what you get. Tu vois à l'écran ce qui sortira sur le papier. La naissance officielle du desktop publishing.
Les premiers logiciels comme PageMaker parachèvent la révolution. La maquette devient fluide, la typo se manipule en direct et ce pouvoir créatif s'ouvre soudain à tous. Steve Jobs, l'obsession de la lettre qui change l'histoire. Petite anecdote geek qui en dit long sur l'importance du détail. Steve Jobs, après avoir quitté ses études à Reed College, n'a suivi qu'un seul vrai cours universitaire, la calligraphie. Il découvre alors la magie des pleins et déliés, la structure, la beauté de la lettre manuscrite. Cette obsession ne le lâchera plus. Il veut que la machine soit aussi élégante à l'écran qu'une page imprimée, que le design ne soit pas réservé à l'élite typographique, mais ouvert à tous. Résultat, le Macintosh, dès 1984, est le premier ordinateur grand public à offrir une vraie palette de police numérique de haute qualité, inspirée de la typographie classique et contemporaine. Times, Helvetica, Geneva, Chicago. Le design graphique se démocratise pour de vrai. La création typographique passe dans toutes les mains, du graphiste au lycéen. Et quand le web arrive, c'est un nouveau challenge. Lisibilité sur écran, web fonts, responsive design, typographie adaptative, la lettre s'ajuste, flotte, vit. Mais au cœur de tout ça, c'est bien la vision de Jobs, une technologie qui rend hommage à la beauté et à la puissance expressive du signe typographique. Bref, Steve Jobs n'a pas juste sauvé la typographie, il l'a propulsée dans un nouvel âge, celui où coder et ressentir, éditer et émouvoir deviennent enfin accessibles au plus grand nombre. Demain, la typographie sera vivante. Alors, que reste-t-il à inventer? Tout, absolument tout. On entre dans l'ère de la typographie liquide. Fini les lettres figées, statiques sur leur ligne. Variable fonts s'adaptent, mutent, réagissent. Imagine, une police qui s'affine quand tu plisses les yeux pour mieux voir, ou qui s'arrondit, file le gras, ou s'aiguise en fonction de l'émotion transmise par le texte. Presque comme une signature émotionnelle et immédiate. L'IA tisse déjà aujourd'hui des alphabets totalement uniques, générés en quelques secondes. La typo ne sort plus seulement d'un cerveau créatif, mais d'un dialogue avec la machine, un face-à-face inspirant entre attention humaine et calcul algorithmique. Et ça ne s'arrête pas là. Avec la réalité augmentée et la spatialisation, ou XR, interface sensorielle, la typographie se libérera encore davantage de l'écran traditionnel. Elle viendra flotter dans l'espace, s'incruster sur les objets, répondre aux gestes ou à la voix. La lettre devient matière, interface, expérience physique. On ne lit plus, on explore, on habite littéralement le texte. Plus qu'un style, un acte politique. De la grotte au mur numérique, du calame au code, la lettre n'a jamais été neutre. À chaque époque, la typographie sculpte la société. Elle transmet la mémoire d'un peuple, impose des lois, propage des religions, trace les contours du rêve ou de la révolte. Choisir Bodoni à la Révolution, c'est incarner la modernité. Frapper en gothique sous Hitler, c'est affirmer une identité. Écrire en Garamond dans les manifestes surréalistes, c'est une déclaration de finesse, mais aussi une prise de position. La typo, c'est le message et l'intention. Lorsqu'on imprime la Bible de Gutenberg, on démocratise la foi. Quand les tracts de mai 68 envahissent Paris, la casse mélangée claque comme un cri politique. Même aujourd'hui, une typo corporate façon tech startup ou une fonte brute sur un flyer de manif, c'est une charge émotionnelle, un code visuel, parfois même une arme culturelle. Bref, la prochaine fois que tu choisis une police, repense à tout ça. Derrière ta souris, tu es bien plus qu'un créatif ou qu'un designer. Tu t'inscris dans la grande chaîne des passeurs d'idées, dans 30 000 ans d'enjeux, d'innovation, d'engagement. La lettre, c'est énormément de technologie, mais aussi un acte d'histoire, d'émotion, et toujours un geste citoyen. Et si tu veux aller plus loin, la suite arrive, car chaque police porte sa part d'histoire, religieuse, politique, culturelle, sociale, et ça, c'est l'objet de nos prochaines vidéos.